Et les aliments gras, salés, sucrés. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui pour évoquer la différence de besoins sexuels. Alors encore une fois, il faut bien le rappeler, les besoins sexuels, ce sont des besoins au sens où on a besoin d'amour, besoin de sécurité, etc. Mais on n'a pas besoin de faire l'amour pour survivre. Je crois que c'est toujours important de le rappeler parce que il y a des discussions comme ça là-dessus. Les seuls besoins fondamentaux pour survivre, c'est évidemment de se nourrir et de dormir. Mais la sexualité, ça me semble quand même assez essentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Tom. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Effectivement, comme vous... Pascal a dû s'absenter, je suis désolée. On va continuer seul. Oui, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure dans l'introduction, c'est un sujet qui, en vous écoutant, qui est à la fois simple et compliqué. Ah oui. Simple parce que ça paraît tellement évident pour tout le monde, la sexualité dans un couple, ou en tout cas au début du couple. Et c'est compliqué au fur et à mesure que les années passent. Et moi, j'ai pu le vivre personnellement tout au long de mes 17 années de couple. Au départ, on peut avoir effectivement la passion, des choses comme ça, avoir une sexualité qui va être ce qu'elle est. Et puis au fur et à mesure, ça peut changer et ne plus forcément être accord. Et on fait pas forcément attention. Et puis, comme des fois j'ai tendance à le dire, le non l'emporte. Celui qui dit non, il gagne parce que sinon, effectivement, comme vous le disiez, ça s'appelle un viol. Ouais, enfin, un viol, exagérons rien, mais oui, en tout cas, on fait pas l'amour pour faire. Enfin, voilà, on peut faire l'amour pour faire plaisir à l'autre, mais pas tout le temps. Voilà, mais pas à l'encontre du désir de l'autre. Et c'est là où effectivement j'exagère un petit peu en disant viol, mais effectivement, la personne va vous dire non, c'est non. Et donc après, on doit s'adapter et tout ça. Et puis il arrive à un moment donné aussi, au fur et à mesure que le temps passe, on a des tranches d'âge qui avancent, bien évidemment, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on s'aperçoit, en tout cas moi je m'aperçois que mes envies, mes désirs ne sont plus du tout les mêmes. Bien sûr. Et que effectivement avec ma partenaire... Cela dit, c'est plutôt bon signe, Tom, parce que ça veut dire que vous êtes en évolution, tandis que quand on garde exactement les mêmes désirs, la même envie de faire l'amour de la même manière à 20 ans et à 50 ans, c'est qu'on est quand même souvent un peu trop obsessionnel, ou en tout cas un peu trop linéaire. Et plus le temps passe, et plus je préfère ma sexualité. Aujourd'hui, à 47 ans, je préfère ma sexualité parce que je suis beaucoup plus ouvert. Et puis c'est vrai que j'écoute vos émissions depuis des années, avec la qualité de vos différents intervenants qui nous font réfléchir. Et quand j'écoutais encore une émission, par exemple la semaine dernière de Yves Salty ou d'autres, il y a des mots qui arrivent et qui mettent en avant certaines choses. Et ce qui est bien, c'est comme vous le disiez, et moi je prêche ça à chaque fois quand je discute avec des personnes, c'est la communication. La communication dans le couple, elle est essentielle. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est une chose, mais qu'on puisse en discuter. Le sujet peut parfois être tabou, mais justement avec les mots, en posant les bons mots comme il faut, on peut arriver à rendre les choses peut-être un peu plus simples. Mais il faut quand même avoir l'esprit complètement ouvert pour entendre certaines choses. Et voilà, c'est là où tout va. Et il y a aussi la différence qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme. Moi, j'ai beaucoup plus de besoins, alors, entre guillemets, comme on disait, les besoins, tout ça. J'ai beaucoup plus de désirs, beaucoup plus d'envie que ma partenaire. La majorité du temps, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je sais plus qu'un intervenant disait ça chez vous, l'histoire des dossiers. L'histoire des dossiers, nous les hommes, voilà, on a envie de faire le dossier. C'est Philippe Arlin qui dit ça, voilà. Oui, j'aime bien. Oui. Le dossier, il est en haut chez nous, enfin chez moi le dossier il est en haut, et chez ma partenaire, quand le dossier il va être en haut, passer de 3, 4, 5, en dessous de 7 dossiers, là on va plus être en face, donc ça peut être comme ça. Et puis le moment où son dossier arrive en haut... Ça, je reviendrai sur une explication, alors c'est tout à fait juste ce que dit Philippe Arlin, et j'aime bien l'image du dossier parce qu'elle est c'est justement très imagé. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, votre pulsion, elle est un peu plus forte, et elle est surtout plus visible. Quand vous avez un début d'érection, vous le sentez. Nous, on peut avoir une pulsion sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que, à partir de ce moment-là, ce qui nous permet de savoir qu'on a envie, c'est parce qu'on a du désir. Et le désir, il est beaucoup plus fluctuant, il est beaucoup moins évident, et surtout dans un couple long cours, que la pulsion. Et c'est ce qui fait la différence. Et quand on a une pulsion, quand on est conscient de sa pulsion, en règle générale, ça active le désir. Vous voyez ?
Oui, je vois, mais il y a cette pulsion-là, et puis aussi chez l'homme, il y a, alors si on part un peu sur l'essence, le regard chez un homme, ça va faire plus facilement mouche que chez une femme, où on va dire un petit peu comme les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, l'image du four et du chalumeau, il y a tellement de choses là-dedans qui vont faire qu'entre la pulsion et le désir, ça va pas fonctionner pareil. Et puis le jour où ma partenaire, son dossier va arriver en haut, moi, mon dossier sera pas en haut, il sera en bas. C'est ça. Et c'est là le fameux décalage qu'il va y avoir au fur et à mesure. Et pour ça, il y a différentes possibilités pour essayer de tendre vers un désir ou une pulsion qui va être mutuelle. Donc communiquer, c'est important. Ce que j'allais dire, écoutez vos émissions. Et ce que dit Yves Slati, puisque vous en parliez tout à l'heure, est pas mal non plus, c'est se donner des rendez-vous. Parce que on se donne un rendez-vous, vous savez, c'est un peu comme quand on va au restaurant, on n'a pas forcément toujours très faim, et puis on y est, et puis finalement on regarde la carte, et puis on se dit, tiens, ça va être sympathique. Oui, et pour certaines personnes, peut y avoir ça. Je sais que moi, personnellement, me dire de planifier à l'avance, je vais plutôt être dans la spontanéité et de vraiment de me laisser séduire par ce qui va se passer, par le regard, par quelque chose. Mais pour certains couples, ça peut être aussi bien de planifier ça. Mais en fin de compte, je m'aperçois avec le temps, quand on arrive je pense par exemple pour les femmes, quand on arrive dans la quarantaine, on a une autre image de la sexualité. Et quand on va découvrir d'autres choses, je vois par exemple dans notre couple, on a introduit le libertinage. Le libertinage qui nous permet justement de voir ce qui peut se passer ailleurs, de pratiquer aussi différentes choses ensemble, et de s'apercevoir au final qu'on n'est pas les seuls à être dans le même cas, que au final ça peut créer un désir, une pulsion, et de permettre de parler plus facilement de quelque chose pour arriver à changer la sexualité dans le couple et arriver à tendre vers quelque chose qui est plus positif pour les deux partenaires. Il y a vraiment, de toute façon, comme vous allez le dire, il y a plusieurs manières de pouvoir arriver à ce qu'il faut, Tom, après que ce soit le libertinage ou autre chose, il faut rendre le sexe un peu moins sérieux et un peu plus ludique. Mais oui, mais c'est comme disait Yves encore, effectivement, le sexe, dire qu'on va faire du sexe parce qu'on aime la personne, non, le sexe c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une jouissance que chacun doit avoir pour soi-même. Et bien sûr, après, quand il y a des sentiments, c'est encore meilleur. Mais le sexe, il faut prendre le sexe pour ce qu'il est. C'est un moment de partage, c'est un moment qui doit être intense, c'est un moment de libération. Et quand les deux partenaires, on arrive à être sur la même longueur d'onde, c'est quelque chose qui est tout simplement incroyable. Et de pouvoir le réaliser, de se dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien, d'arriver à communiquer dessus, c'est tellement important et c'est tellement rare dans les couples, encore de nos jours, de pouvoir être tous au même niveau. Je vous confirme que c'est encore très rare. Il y a énormément de problèmes de sexualité dans les couples et qui sont tus parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on ne sait pas exactement à partir de quand ça a commencé. Moi, je dis souvent qu'il faut à ce moment-là retourner à la source. Et puis, il y a peut-être quelque chose aussi d'important. Ça m'a fait penser quand vous parliez du non, quand l'autre nous dit non et nous dit non trop souvent, ça coupe aussi notre désir. Parce que oui. Je l'ai vécu, ça. Moi, je l'ai vécu au long de mes 17 années. Quand on va entendre un non, bon, je respecte le non, il n'y a pas de souci. Mais le non, et donc à un moment donné, quand quelque chose va arriver, pourquoi ça arrivera? Parce qu'il va peut-être y avoir un non derrière. Je vais avoir une envie. Pourquoi je vais aller exprimer mon envie alors qu'il peut encore y avoir un non? Et puis, avec le temps, la communication, peut-être que ces noms vont changer, mais au fond de moi, il y aura toujours une partie qui entendra toujours un non, même s'il n'est pas dit. Parce que j'aurais été habitué à ça, et c'est dur de faire changer des choses négatives. En tout cas, dans mon cerveau, c'est plus compliqué de faire changer ces choses-là, alors que le sexe ne devrait pas être tabou. Le sexe on devrait en parler librement. Ben oui, mais un non, c'est aussi est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime encore. Vous savez, un non, le désir. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être désiré. Donc, si on entend non trop souvent, on se pose la question de l'amour. Et ça peut être l'amour, ou alors moi je me remets en cause aussi quand j'entends un non. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que physiquement je suis moins bien? Non, mais c'est vrai. Je vais pas dire que c'est forcément ma partenaire, ma compagne ou autre. Je me dis déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait comme il fallait? Puis des fois, je vais me dire simplement, elle a pas envie de moi, ou un truc comme ça, basique, parce que je vais dans mon excitation et je vais penser de manière très directe et pas forcément réfléchir. Mais voilà, c'est se remettre en cause aussi soi et de se dire qu'est-ce qui fait que sa partenaire, sa compagne n'a pas envie. Et puis voilà, maintenant, je veux dire, aujourd'hui, 17 ans plus tard, notre sexualité, elle a augmenté. On est plus raccord, mais toujours pas totalement raccord, parce qu'il y aura toujours un décalage entre la vision de chacun. Et comme je disais tout à l'heure, à force d'écouter vos émissions,
parce que les différents intervenants, de tout type d'intervenants, des fois qui peuvent se contredire, tout ça, il y a toujours quelque chose de positif à entendre de tout ça. Et je trouve à chaque fois, quand on ouvre vraiment son esprit à écouter tout ce qui est dit, on peut changer. On peut changer et voir que la sexualité, la désacraliser et vraiment la prendre pour ce qu'elle est. Et justement, comme on dit souvent, comme c'était dit tout à l'heure pour les divorces, mine de rien, la sexualité, c'est comme aussi le lien du couple, mine de rien. Mais bien sûr. Voilà, donc après, soit quand les couples sont pas en harmonie, soit il y en a un qui va tromper l'autre. Et comme vous disiez, parfois, c'est mieux d'aller voir ailleurs si on aime la personne et puis de prendre ce qu'on a à prendre. Et puis, si tout le monde vit en harmonie comme ça, c'est très bien. Mais c'est mieux quand vraiment tout le monde est au même diapason, ce qui est très rare. Mais voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, la sexualité est quelque chose d'essentiel. Ça permet en cas de conflit de se rapprocher. Ça permet quand tout va bien de vivre quelque chose de meilleur. Et puis après, quand on peut s'ouvrir. Vous savez, Tom, quoi qu'on en dise, on pourra toujours raconter n'importe quoi, mais la sexualité, c'est la seule différence qu'il y a quand on parle qu'on aime quelqu'un, que ce soit un ami, un enfant, etc. La seule différence, c'est qu'avec la personne avec qui on est en couple, on l'aime et en plus il y a la sexualité. C'est quand même le lien, le seul lien qui existe entre deux êtres qui sont en couple. Sinon, on peut parler d'amour pour son chien, pour la nature, pour Dieu, mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y a qu'avec la personne avec qui on vit qu'il y a de la sexualité, ou son amant ou sa maîtresse, bien sûr. Tout à fait, oui, absolument, oui. Donc c'est quand même pas anodin. Merci beaucoup en tout cas, Tom, parce que votre témoignage il est très fort et ça montre qu'on peut améliorer sa sexualité même après 17 ans de couple. On fait une petite pause, c'est Nathalie qu'on retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sandrine Rousseau, c'était une erreur d'accueillir les Jeux Olympiques. On est loin de l'esprit des JO. C'était une erreur. Nous y sommes opposés. Paris n'était pas prêt à faire ça. Nous avons dégradé des jardins pour faire des équipements sportifs alors que nous avons absolument besoin des jardins. On va pas refaire l'histoire en permanence. Voilà, nous allons juste... je sais pas si j'irai ou pas. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité dans le couple, et oui, c'est pas toujours si simple, et c'est pas si simple d'en parler tous les deux calmement, clairement, à quel moment d'ailleurs. Nathalie est avec nous maintenant. Bonjour Nathalie, merci de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour Brigitte, c'est toujours un plaisir d'être une auditrice et de pouvoir passer de temps en temps pour partager son expérience. Merci à vous, justement, de la partager. Oui. Alors, vous avez eu 2 vies de couple, vous ? Oui. Donc. Alors donc première vie de couple avec une sexualité qui pour moi était complètement inexistante, dans le sens où elle ne m'apportait rien. C'était mon premier époux, mon mari, donc on s'est rencontrés très jeunes et on n'a pas pris le temps de découvrir la sexualité. Pour lui, c'était quelque chose d'assez tabou. Alors que pour moi pas du tout, puisque j'étais dans une famille où la sexualité faisait partie de la vie de tous les jours, aussi bien dans la pratique intime de mes parents, mais aussi dans le dialogue. Donc pour moi c'était pas un sujet tabou, au contraire, mais effectivement de vivre avec quelqu'un où le sujet est complètement tabou et fermé, c'était très compliqué. Donc en fait sur ma première relation, voilà. Quand vous faisiez l'amour, quand il vous faisait l'amour, parce que j'ai l'impression que c'est plus comme ça que ça se passait, vous aviez du plaisir ou même pas ? Non, moi je disais pas que c'était faire l'amour, moi je disais que c'était faire un acte sexuel, c'était comme un dû, vous voyez, le devoir conjugal, donc ce n'était pas la sexualité comme je l'entendais. Oui, c'est ça, donc, c'était pas spécialement de caresses, pas spécialement... Absolument pas, non, c'était l'acte, voilà. J'imagine bien. Donc c'est vrai que je n'ai jamais vraiment éprouvé un épanouissement pour pouvoir me satisfaire dans cette sexualité, mais effectivement il y avait l'amour qui était là. Donc du coup, c'est l'amour pour lui que j'avais qui prenait le dessus en fait. Et par amour pour lui, finalement, vous n'osiez pas aborder le sujet, je suppose. C'est-à-dire que si j'essayais d'aborder le sujet, c'était très compliqué pour lui d'entendre mes demandes. Quand vous savez, il y a quelqu'un qui est fermé sur la sexualité, lui expliquer qu'on a des envies différentes, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Et voilà, plutôt que de rentrer dans un conflit, parce que c'était un homme qui avait du caractère, donc je m'étais dit il vaut mieux que tu te taises parce que il y aura pas va pas y avoir d'échange là-dessus et tu n'auras pas gain de cause. Donc voilà, je me suis
pas confortée, mais en fait j'ai subi cette sexualité. Mais vous voyez, ça me fait penser à quelque chose d'essentiel et on tombe beaucoup dans le panneau, surtout nous les femmes. C'est qu'au fond, vous étiez amoureuse de lui et puis la sexualité, on la met un petit peu en second plan, alors qu'en fait c'est pas un second plan, quoi. Et non, et bon, c'est vrai que je l'avais rencontré très jeune, donc pas d'expérience avec d'autres, donc forcément, je tombe dans le moule et ça me convient pas. Bon, on fait notre vie ensemble, bref. Et après, j'ai effectivement un deuxième conjoint avec qui je reste pareil une quinzaine d'années, où là, sexualité beaucoup plus ouverte, où là effectivement je me libère un petit peu, on est tous les deux, c'est très hard nos relations, on a de la passion, c'est passionné, c'est très pulsionnel aussi, c'est beaucoup de pulsions sexuelles, donc on assouvit en fait l'un et l'autre notre sexualité. Et puis au bout de quelques temps, je lui dis qu'effectivement sexuellement ça se passe bien, mais que je suis pas satisfaite. Donc, et pourquoi ? Il me manquait quelque chose. Il y avait des choses qui pas qui me dérangeaient, mais il me manquait des choses. Donc, j'ai eu la chance, effectivement, avec ce deuxième partenaire, de pouvoir parler de la sexualité. C'est-à-dire que très tôt dans notre relation, on a parlé de la sexualité et on a mis notre sexualité comme on voulait la vivre. Mais effectivement, je lui explique que je ne m'ennuie pas forcément de lui, mais que je m'ennuie, qu'il me manque quelque chose. Donc, du coup, effectivement, comme l'auditeur précédent Tom, on se dirige vers le libertinage. Donc là, je vis une autre sexualité. Où là, à travers le libertinage, je me rends compte qu'effectivement, je vais pouvoir vivre ma sexualité. Alors, avec mon conjoint de l'époque, puisque nous avons rencontré ensemble et aussi séparément. Et là, j'ai pu vivre ma sexualité, j'ai pu assouvir tous mes petits plaisirs avec mon partenaire ou sans mon partenaire, peu importe, mais ça restait que de la sexualité. Là, effectivement, le sentiment d'amour, par contre, c'était la différence avec mon premier mari, c'est-à-dire que mon premier mari, lui, je l'aimais vraiment, d'amour. Donc, j'avais fait passer la sexualité en dernier plan, tant pis, je m'étais dit, allez hop, on fait une croix dessus, puis on n'en parle plus. Alors qu'avec mon deuxième conjoint, ce n'était pas de l'amour que j'éprouvais pour lui, c'était vraiment un affect complètement différent, mais qui m'a quand même permis de vivre avec lui une quinzaine d'années. Je pense que j'aurais pu vivre avec lui encore beaucoup plus. Mais c'est vrai que la sexualité est très importante dans un couple. Et quand on en discute, on se rend compte aussi que des fois, on n'a pas la même, on n'a plus du tout les mêmes envies, et que cette sexualité peut aussi nous séparer. Parce qu'elle ne fait pas que rapprocher les gens. Oui, si les différences sont trop fortes, oui. Forcément, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire du couple qui va rester ou qui ne va pas rester, peu importe. Mais vous avez raison, Nathalie, c'est encore une fois, pourquoi faudrait-il, parce qu'on est en couple, que ça dure toute une vie, quoi. On peut en avoir des, comme vous déjà, vous en avez eu 2, vous en aurez peut-être un 3e, je vous le souhaite, mais... J'espère. Oui. Et c'est vrai que c'est important, la sexualité, dans toutes les relations qu'on va pouvoir faire. Alors même dans mon parcours de libertinage, j'ai rencontré des hommes qui effectivement avaient des pulsions à assouvir. Donc on se retrouve avec des gens qui sont vraiment dans quelque chose de très pulsionnel. Donc à la limite, ils font pas attention forcément à leur partenaire, puisque c'est une pulsion sexuelle qu'ils ont, donc il faut qu'ils assouvissent cette pulsion sexuelle. Comme nous, en tant que femmes, des fois, on peut aussi avoir une pulsion sexuelle et on peut dire à notre mari, allez hop, tu me prends là tout de suite, et puis on cherche pas midi à 14h. Vous voyez, on a aussi, nous, ce genre de pulsion. Et puis j'ai rencontré des hommes qui avaient envie de partager leur sexualité avec une partenaire. Donc là, ils sont dans les préliminaires, ils sont dans des caresses. Voilà, la sexualité, elle a multifacette aussi. Donc effectivement, j'ai rencontré différents partenaires avec différentes sexualités et chacun ont pu m'apporter quelque chose. Après, j'ai eu aussi un amant. Donc l'amant, lui, c'était pareil. Il avait un autre rôle dans ma sexualité. Il avait la partie sexe et puis la partie sentimentale. Donc j'ai une sexualité qui est très très variée et aujourd'hui je suis toute seule et je me rends compte que ma sexualité je la vis pour moi et pas pour l'autre. Alors que très souvent en couple, oui, on va faire des concessions. On va se dire j'ai pas envie, mais allez, je vais y aller comme ça lui fera plaisir et puis hop, je suis débarrassée. Et ça c'est très dommage parce que la sexualité, quand on en parle avec son conjoint, sa conjointe, c'est aussi un moment de partage, c'est une intimité qu'on livre.
Et je trouve que de pouvoir avoir une oreille qui nous écoute et qui peut-être peut aussi partager nos envies, nos petites folies, c'est hyper stimulant. Et puis se retrouver en tant qu'individu, parce que bon, un couple, oui, ok, d'accord, on est un couple, on est deux, mais bon, autour du couple, il y a plein de choses. Il y a le quotidien, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir le travail, il peut y avoir plein de choses. Et effectivement, pouvoir se retrouver tous les deux est aussi une source sur lesquelles, à mon sens, beaucoup de couples font l'impasse. Et c'est ça qui est bien dommage, puisque la relation, il faut l'entretenir. Mais votre témoignage est vraiment très riche, parce que ça montre d'abord que vous êtes une femme qui s'est libérée de beaucoup de choses. Vous vivez ce que vous avez envie de vivre. Alors aujourd'hui, vous êtes seule, donc vous dites que vous vivez votre sexualité, mais malgré tout, chaque fois que vous êtes avec un partenaire, que ce soit un partenaire d'une nuit ou plus, forcément vous vous adaptez un petit peu. C'est obligatoire, je pense. Vous ne traitez pas l'autre comme un objet, comme si c'était un godemiché sur pattes. Donc forcément vous vous adaptez, mais vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, surtout. Et je crois que le vrai problème de beaucoup de gens, c'est qu'il faudrait déjà qu'ils sachent ce qu'ils ne veulent pas. Ça ferait déjà bien avancer les choses. Hein. Oui. Après, il y a effectivement des femmes qui refusent beaucoup de choses parce qu'elles ont une mauvaise image de l'acte, de l'acte en lui-même. Donc elles mettent une fermeture dessus, alors que l'homme justement, il veut telle ou telle position ou telle pratique, et bon, il se sent vite castré. Donc forcément, l'homme, il vit aussi une espèce de frustration. Alors après, chacun vit ses frustrations. Moi, je suis effectivement seule, mais j'ai aussi des frustrations parce que des fois, j'ai envie et puis non, je vais pas pouvoir. Donc il faut gérer aussi cette frustration. Il faut pouvoir la déplacer pour pas qu'elle nous envahisse, et que au contraire, à la limite, cette frustration, je puisse la déplacer en me disant tiens, là je peux pas, mais par contre je vais m'accorder une petite sortie bien sympa à ce moment-là, et à ce moment-là je vais être excitée, la frustration peut en effet nourrir le désir plus tard, mais c'est pas tout à fait. Bravo, mais vous avez bien avancé. Il faut vivre avec tout ça. Oui. Et c'est vrai que moi je prône le dialogue sur la sexualité. J'ai mes enfants, j'ai 2 garçons avec lesquels je suis très ouverte sur le sujet, parce que j'estime que ils sont jeunes, mais il faut vivre la sexualité. C'est pas un tabou, c'est pas quelque chose de moche, c'est pas que pour faire des enfants, c'est pas que pour satisfaire monsieur, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, et ce nous, il faut le partager effectivement avec notre partenaire, parce que c'est lui offrir notre plus grande intimité, la plus profonde en fait, que de l'acte en lui-même. Ça nous révèle énormément la sexualité. Vous avez raison, Nathalie. C'est peut-être pour ça que ça fait si peur d'ailleurs. Merci beaucoup, Nathalie. On continue avec Didier Melran qui est avec nous comme tous les mardis pour parler de santé mentale. Bonjour Didier. Bonjour Brigitte, c'est toujours une joie de vous entendre et de vous retrouver. Merci. Vous êtes expert en santé mentale, fondateur du Psychodon, bien sûr. Ce qui est important aujourd'hui, j'ai trouvé que... ça me plaît beaucoup ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Alors d'abord, vous nous emmenez à Lille, dans cette ville qui est quand même pas très loin de ma ville natale, puisque je suis née à Tourcoing, Didier. Et donc, c'est une initiative de la ville de Lille qui propose à des personnes qui ont peut-être un petit peu de problèmes de santé mentale d'aller au musée pour justement faire une sorte de muséothérapie, si je puis dire. C'est ça, Brigitte. Et ça se passe au Palais des Beaux-Arts de Lille. Déjà, 1400 personnes ont été accueillies pour cette expérience de muséothérapie. Et il faut espérer que beaucoup de musées partout en France, et ceux qui nous écoutent peut-être, ouvriront leurs portes à cette pratique. Et ça peut rejoindre d'ailleurs ce que disait votre auditrice, parce que aller au musée, c'est commencer par déambuler. C'est-à-dire c'est s'offrir à une forme de légèreté, alors qu'on est souvent dans des anxiétés, dans des stress, et déambuler avec son compagnon, avec sa compagne, ça fait partie aussi peut-être d'un processus d'excitation, pour reprendre ce que vous évoquiez avec Nathalie. Oui, et puis on n'en parle pas beaucoup dans cette émission, et c'est peut-être un tort. On sait l'importance de l'art-thérapie, on sait l'importance de l'art pour notre psychisme, pour notre capacité à nous émerveiller, à nous ouvrir à autre chose. Et je trouve que oui, en effet, passer un moment dans un musée, ça peut nous libérer de beaucoup de choses et projeter en nous d'autres émotions, peut-être même sublimer notre sexualité.
Absolument. Et on dit même, et ça vient de nos cousins du côté du Canada qui sont très avancés là-dessus et qui parlent de muséothérapie, et à Montréal c'est très très courant. C'est comme s'il fallait vulgariser ce qu'ils appellent la culture ou le musée sur ordonnance, et c'est faire ensemble, créer du lien avec son conjoint, sa conjointe, sa famille, des amis, et on regagne de la confiance. Et ce que vous disiez, Brigitte, c'est que c'est l'occasion de ressentir des émotions nouvelles, des joies nouvelles, des peurs nouvelles, et donc de changer de regard, de changer d'image, et de nous retrouver avec l'autre ensuite à en discuter ensemble, et donc de créer des liens qui peuvent participer à une meilleure harmonie dans les relations. Oui, et puis comme vous dites, ça nous fait aussi sortir de son petit univers. Vous dites, j'ai regardé évidemment votre dossier aujourd'hui. Vous disiez qu'il y a déjà beaucoup d'autistes qui ont pu, grâce à cette initiative à Lille, faire de la muséothérapie. Oui, pour le moment, il y a un peu plus de 1000 personnes concernées par des troubles autistiques qui sont allées faire ces visites en famille avec leurs proches pour changer, et c'est valable pour tous, les images, je dirais, neurologiques de nos cerveaux. On va tous au musée avec notre bagage, notre sac à dos, les images de notre travail, les images si on en a de problèmes de couple ou nos joies de couple, ou nos tristesses, ou nos stress. Et puis c'est l'occasion d'emmagasiner dans notre cerveau d'autres couleurs, d'autres formes, d'autres œuvres, et ça bouscule les images qui parfois sont toxiques ou néfastes et qui ont tendance à nous plomber vers le bas, et ça crée des envies nouvelles. Et pour rejoindre un sujet que vous traitez régulièrement, la sexualité, évidemment, ces envies nouvelles, elles peuvent être stimulées par des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, des nouvelles matières, des nouvelles émotions que l'on rencontre en déambulant dans les musées. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez voir de quoi on parle, vous allez sur le site qu'a créé Didier Mellerand, santémentale.fr. Merci Didier, on se retrouve évidemment mardi prochain pour une autre nouvelle de la santé mentale. Merci beaucoup. Merci à vous, Brigitte. Bel après-midi. Petite pause, on continue à parler de la sexualité dans le couple avec Virginie qui nous rejoint dans un instant, et vous aussi, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cette semaine avec Sud Radio, gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France, dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 8h30 et gagnez votre séjour pour 4 personnes dans l'une des résidences Lagrange Vacances. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue avec Virginie qui va nous parler de la santé sexuelle de son couple. Bonjour Virginie. Bonjour Brigitte, et merci beaucoup pour toutes vos émissions qui sont vraiment riches de partage. Voilà, donc moi, je voudrais témoigner aujourd'hui pour parler un petit peu de moi et de mon couple. Voilà, donc je partage ma vie avec un homme depuis donc un peu plus de 3 ans et demi. Et c'est vrai que je trouve, là en écoutant votre émission aussi depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la communication. Et c'est vrai que ça pourrait paraître tellement simple et tellement naturel de communiquer sur le sujet de la sexualité, puisque ça fait partie de notre vie quotidienne. Et pour autant, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Et donc moi, en ce qui me concerne, je pense que dès le départ, en fait, dans un couple, on devrait aborder ce sujet en se donnant nos idées, nos envies, comment est-ce qu'on perçoit la sexualité. Vous avez dit tout à l'heure que la différence entre l'amour pour ses enfants et peut-être un chien, c'est que dans le couple, on fait l'amour. Voilà. Oui, c'est ce qui va nous lier. Ben oui, c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'assez, c'est pas anodin la sexualité, quoi. Je veux dire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'interdit avec ses enfants et avec son chien d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est ce qui fait qu'on est 2 adultes qui s'aimons, mais ou pas d'ailleurs, parce que il n'est pas nécessaire de s'aimer pour faire l'amour.
Et c'est vrai que on s'aperçoit, même si c'est pas un couple de longue durée, qu'on traverse des moments de vie. Je parle par exemple, pour moi, la ménopause, le passage des 50 ans. Mon conjoint est plus jeune que moi. Donc j'ai cette impression que j'aurais aimé juste que ça se fasse naturellement, que je ressente un petit peu de sa part ce passage-là, qui s'interroge peut-être un peu plus sur mes désirs, est-ce qu'ils changent, est-ce qu'ils sont différents. Et c'est en ça que je dis que la communication est pas évidente. Donc comment est-ce qu'on fait ? À quel moment on peut aborder dans un couple les questions de la sexualité entre les enfants, les devoirs, les courses, le boulot ? Voilà. Alors, je crois Virginie que ça va peut-être vous surprendre parce que ça va à l'encontre de tout ce que je dis depuis le début de l'émission. Je crois que c'est déjà un dialogue qu'il faut avoir vraiment clairement avec soi-même. Parce que là, alors je vais vous prendre au mot. Là, vous me dites, je suis en préménopause. Ménopause. En ménopause, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre de sa part ? Parce que finalement, peut-être que c'est vous qui, tout d'un coup, vous vous inquiétez sur la suite de votre sexualité, sur la suite de vos désirs. Et vous avez peut-être plutôt besoin d'être rassuré. Et ça, c'est pas la même chose, vous voyez. Et donc ça, c'est déjà important de savoir que vous avez besoin d'être rassuré. Et à ce moment-là, il faut pas hésiter à poser des questions dans ce sens-là à votre partenaire. Oui. Mais pour ça, il faut oser et vous montrer un petit peu plus vulnérable. Et on peut oser se montrer un peu plus vulnérable si on sait que l'autre va pas en profiter, par exemple. Oui. Tout à fait. Et si on est persuadé que l'autre va en profiter ou que l'autre, de toute façon, est incapable de nous entendre, à ce moment-là, c'est quand même très compliqué de lui en parler. Et je crois qu'à ce moment-là, il faut pas hésiter à aller en parler à un tiers. Alors un tiers, ça peut être une amie qui est capable de vraiment nous entendre, de nous écouter et de pas dire, moi, à ta place, je ferais ça. Et sinon, il faut carrément aller parler à un sexothérapeute parce qu'au fond, votre inquiétude, si vous n'arrivez pas à aborder le sujet, que ce soit avec lui ou en tout cas avec vous-même et quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez peut-être vous fermer un peu à lui. Et c'est là où le problème commence. Parce que finalement, très souvent, la sexualité, elle n'est que le symptôme de quelque chose qui se ferme par rapport à l'autre, qui pourrait être justement ce qu'on appelle l'amour. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que vous parlez aussi de se donner des rendez-vous, justement qui concerneraient la sexualité, ce côté de partager un peu ses envies, ses inquiétudes, voilà. Moi, je suis assez pour se donner des rendez-vous d'intimité. Alors peut-être pas un rendez-vous où on va obligatoirement faire l'amour, mais en tout cas un rendez-vous qui sera à nous deux. Parce que ce qui pose beaucoup de problèmes dans les couples, c'est le quotidien. Surtout aujourd'hui où on a des vies qui sont parfois des vies un peu trop chargées par des tas de choses. Et on se dit s'il nous reste du temps, on se retrouvera. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on se retrouve jamais, quoi. Et oui, exactement. On a l'impression qu'on fait passer ça après. Oui, bien sûr. Après toute notre vie, alors que en fait, ça devrait être en premier plan. En tout cas, ça me paraît assez essentiel, oui, de se consacrer l'un à l'autre réellement. Vraiment, pas simplement pour manger et regarder quelque chose à la télévision, mais pour juste être vraiment l'un avec l'autre, pour se remettre au diapason. Parce que c'est ça aussi le miracle de la sexualité, c'est qu'on se remet exactement sur la même longueur d'onde. Oui, tout à fait. C'est vrai. Donc si vous avez besoin d'être rassuré, voyez si vous pouvez lui demander de vous rassurer. Vous savez, ce serait, si cet homme vous aime et s'il est capable de vous écouter, parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont quand même un petit peu infirmes dans la communication, mais s'il est capable de vous écouter, si vous lui dites, mon chéri, en ce moment j'ai un petit peu tendance à me sentir moins bien dans mon corps, je pense qu'il n'aura qu'une envie, vous prendre dans ses bras et lui dire, mais tu es totalement idiote. J'espère ne pas avoir cette impression de devoir tout le temps me mettre sur mon 31 en quelque sorte pour faire en sorte de gagner son désir, quoi. Oui, mais là encore une fois, c'est votre impression ou c'est ce qu'il vous a dit ?
Oui, non, c'est mon impression. Vous voyez ? Donc, est-ce qu'il a besoin que vous soyez toujours sur votre 31 pour vous désirer ? Moi, je ne crois pas. Oui. Oui. Et c'est là où la communication est importante et qu'elle n'est pas évidente, je trouve. Oui, mais voyez là, je crois que le mot exact, c'est l'interprétation. Méfions-nous de nos interprétations. Oui. De croire toujours qu'il faut faire ça pour que l'autre nous désire ou nous aime ou ait envie de nous. Attention, de temps en temps, c'est pas mal de poser la question. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, eh ben écoutez, à vous de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, je vous rassure, la ménopause n'est pas la fin de la sexualité des femmes, bien au contraire. Et j'allais vous le dire, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai aussi plus que du désir, j'ai pas mal de pulsions, donc voilà, je confirme. Bon. Donc vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, ça va aller encore de nombreuses années, Virginie. Merci en tout cas. Beaucoup. Merci. On continue à en parler ensemble sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors je vous propose une devinette un peu longue aujourd'hui, mais je la trouve magnifique. C'est Confucius qui a dit ça. Pourquoi quand un homme a des rapports avec de nombreuses femmes, on le considère comme un séducteur, alors qu'une femme est considérée comme une pute ? Vous allez voir, la réponse est assez surprenante. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité dans le couple, comment communiquer, comment réussir à en parler, c'est pas simple. Je vous confirme que c'est pas simple. Donc, n'hésitez pas à venir en parler si vous en avez envie. On essaye de parler vrai sur le radio, vous le savez. Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. C'est ce que fait Julie. Mais je vais d'abord donner la réponse à cette devinette. Vous allez voir, la réponse va vous faire sourire. C'est Confucius qui a dit: pourquoi quand un homme a des rapports avec de nombreuses femmes, on le considère comme un séducteur, alors qu'une femme est considérée comme une pute? Eh bien, c'est parce qu'une clé pouvant ouvrir plusieurs serrures, eh bien, c'est une merveilleuse clé, tandis qu'une serrure qui s'ouvre avec n'importe clé ne sert à rien. Voilà. Bonjour Julie. Bonjour Brigitte. C'est joli, hein? Enfin bon, c'est joli, c'est pas très féministe, hein, je vous l'accorde. Non, c'est pas très féministe, effectivement. Ouais. Nous prendre pour des serrures, bon, ça implique qu'on s'ouvre juste avec une clé, je suis pas sûre, mais bon, non, je pense qu'il en faut plusieurs. Oui. Et puis après tout, hein, si toutes les clés peuvent nous ouvrir, peut-être que c'est pas si mal. Hein. Alors Julie, vous êtes en couple depuis pas mal d'années, 20 ans, c'est ça? Eh oui, c'est ça, on les compte plus, au bout d'un moment il paraît, mais là ça va, c'est un compte rond. C'est vrai, ça fait juste 20 ans? Ah oui, dans quelques semaines, on franchira le cap. Oui, 20 ans, c'est quand même, oui, c'est un cap important. Hein. Il paraît, ouais. Et oui, alors... écoutez, c'est un sujet récurrent, hein, la fréquence, le nombre, la différence entre les envies de l'un et de l'autre. On n'a pas de problème tellement à communiquer sur ça, on en parle beaucoup, c'est vraiment le sujet récurrent quand on voit que ça va pas très bien, et honnêtement, on a essayé pas mal de choses, on en revient toujours au même résultat, quoi. Enfin, je pense qu'on est toujours décalé sur ces questions-là. On n'arrive pas à trouver un rythme qui convienne bien aux deux. Donc, oui, mais alors, c'est pas la clé. Non, mais que vous soyez décalé, c'est malheureusement le cas de nombreuses personnes et de nombreux couples. Mais si déjà vous pouvez aborder le sujet sans qu'il y ait des reproches ou des critiques, c'est déjà un bon point. Et après, il faut. Oui. C'est difficile de ne pas appeler ça des reproches ou des critiques, bien sûr. C'est des allusions, c'est des petites remarques. Ça vient toujours polluer le débat, quoi, quelque part. Oui, à ce point-là. Oui. Peut-être que c'est parce que vous n'arrivez pas non plus à en parler de manière plus libre. Hein. Et encore une fois, je sais que c'est pas facile, hein, Julie. Non, mais c'est plutôt, je pense parce que moi je ressens de la culpabilité, alors que des fois je me dis dans ma tête, mais pourquoi tu culpabilises, enfin tu devrais pas, mais c'est plus fort que moi, et je pense que lui, il essaye de toutes les manières possibles de ne pas trop me le montrer, mais ça finit toujours par ressortir, et voilà quoi, enfin moi je le sens de toute façon. Donc déjà j'entends, c'est vous qui avez moins de besoins que lui? Oui, tout à fait. Et vous vous sentez coupable de quoi? Parce que la culpabilité, vous savez, c'est un petit peu un mot passe-partout.
que moi j'aime pas beaucoup, parce que vous vous sentez coupable de quoi? De pas avoir envie de lui, de pas le satisfaire, de pas avoir suffisamment envie pour que lui ça le satisfasse. Ouais. C'est surtout ça. Je sais que lui, ses envies sont beaucoup plus importantes et comme dit, il ne me les fait pas du tout porter, pas du tout. Mais moi, je m'en veux de pas être plus demandeuse pour justement satisfaire ce besoin qu'il a lui. Et vous vous en voulez de faire la taille que vous faites? Non, effectivement. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment que vous arriviez déjà à avancer sur votre culpabilité, parce que votre culpabilité, elle cache autre chose. C'est-à-dire? Ça n'a pas de sens. Bon, vous n'avez pas plus envie. Vous n'avez pas plus envie. Alors, si vous avez de la culpabilité, c'est peut-être parce que vous avez une vision de ce qu'une femme devrait pouvoir faire à son mari, et donc là, c'est peut-être un problème d'éducation, de culture. Vous voyez, moi je pense que si vous arrivez à vous libérer de votre culpabilité, ça va libérer quelque chose. Et si ça libère quelque chose, ça va peut-être libérer déjà une communication plus légère entre vous. Et peut-être que vous allez pouvoir avancer sur comment vous pourriez gérer votre sexualité à tous les deux. C'est-à-dire que moi je pense que bon, ok, vous n'avez pas plus envie. Est-ce que quand vous faites l'amour, c'est agréable ou désagréable? Ah non, c'est top, c'est toujours excellent. Ouais. Donc, à partir du moment où c'est toujours top, ça montre bien que le problème, il est dans le sens où c'est compliqué pour vous d'accepter un rapport sexuel parce que, a priori, vous pensez que vous n'en avez pas envie. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Bon, et donc là, c'est vrai que je suis comme un diesel. Après, une fois qu'on me lance, c'est parti et je me régale à chaque fois. Et enfin, c'est pour ça que je pense que ça crée de la frustration chez lui. C'est qu'il n'y a aucun souci, au contraire. Mais c'est juste que moi, voilà, me lancer dans la bataille, des fois, j'ai vraiment la flemme, quoi. je sais que ça va être voilà, un bon moment, mais selon mon énergie, ça vient pas toujours de moi parce que je pense à mille choses et que j'ai pas cette énergie-là à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui est très fréquent chez les femmes. Comme si avoir envie, ça faisait pas partie de notre état. Alors qu'on entend des femmes, vous avez entendu Nathalie tout à l'heure, qui a une sexualité totalement libre. Donc cette incapacité à être plus fluide par rapport à vos envies, je crois qu'elle est déjà bien cadenassée par votre culpabilité. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Donc, ouais, j'aimerais bien trouver la pilule de l'envie, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient la trouver. La pilule de l'envie, c'est se dire que, puisque de toute façon, je vais à l'arrivée avoir du plaisir, ça peut déjà vous motiver quand même, voyez ? Ouais. Mais encore une fois, il y a des tas de choses qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie, par exemple, d'aller dîner chez certains amis, certains soirs, parce qu'on est fatigué. Puis finalement, on y va et on passe une bonne soirée. On n'a pas envie d'aller se promener parce qu'il pleut, il fait pas très beau. Puis finalement, on y va et on se sent beaucoup mieux après. On n'a pas envie d'aller faire du sport ou d'aller nager. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est quelque chose d'assez normal de pas avoir envie de faire quelque chose qui pourtant nous fera du bien. Mais du coup, vous laisseriez... parce que moi, j'ai l'impression que je lui demande de ne pas trop me montrer qu'il a envie pour me laisser, moi, en arriver à en avoir envie. Et du coup, est-ce que c'est pas contre-productif, quoi? Si, bien sûr, c'est une erreur, parce que du coup, lui ne sait plus... ce qu'il faudrait... Voilà, alors ça c'est aussi une chose qu'il faut sans cesse répéter. Il peut vous montrer qu'il en a envie, c'est pas pour autant que vous êtes obligé de dire oui. En revanche, à chaque fois qu'il me montre ça, je ressens de la culpabilité du coup. Ben voilà, ça alimente ce fond de culpabilité. Du coup, je l'avais identifié comme ça en me disant, il faudrait peut-être que lui, il arrête un peu. En tout cas, qu'il calme. Il faut que vous arriviez. Écoutez, on a commencé notre dialogue justement. Je vous disais, il faut lâcher cette culpabilité-là. Donc, vous voyez bien que c'est votre culpabilité qui pose problème dans le couple. Parce que comme vous n'arrivez pas à résoudre votre culpabilité, c'est à lui de ne pas vous montrer qu'il a envie. Ouais. Vous êtes d'accord que c'est pas très logique?
C'était ma logique jusqu'à maintenant. Oui, j'entends bien. Mais je suis là pour un petit peu éclairer aussi les choses, Julie. Vous voyez, oui. Votre culpabilité, elle vient elle n'a pas de sens puisque vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas envie. Mais heureusement, vous avez du plaisir et vous arrivez à avoir de la jouissance. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a aucun problème dans votre couple. Certes, il fera jamais aussi souvent l'amour qu'il a envie, mais vous pourrez suffisamment avoir de sexualité pour que ce soit satisfaisant pour les deux. Oui, je comprends. Il y a une émission il n'y a pas longtemps où vous parliez du besoin qui en fait n'en était pas un, parce qu'un vrai besoin c'est par exemple manger ou des choses comme ça qui sont absolument indispensables. Mais c'est vrai que c'est un terme que les hommes utilisent souvent, quoi, qu'ils ont plus de besoins. Et en fait, voilà, nous on est là à ramer derrière ce prétendu besoin. Enfin, voilà, je trouve ça difficile d'arriver à se coordonner sur ça, quoi. Eh bien, pensez la prochaine fois qu'il vient vers vous parce qu'il vous désire et donc parce qu'il vous aime, parce que je crois que ça, on ne le dira jamais assez. Très souvent, quand un couple, vous êtes ensemble depuis 20 ans, donc quand un homme, 20 ans après, vous désire encore, c'est qu'il vous aime. C'est vrai. Donc, quand il viendra vers vous en vous désirant et en ayant besoin, entre guillemets, de faire l'amour, pensez qu'il vous aime plutôt que de vous sentir coupable. Je pense que ça va. D'alcool. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer la sexualité dans le couple, comment arriver à se mettre au diapason. Et Sophie est avec nous. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte. Donc j'ai entendu un petit peu ce qui s'était dit auparavant. Et c'est vrai que je trouve que ce qui est important, c'est ce que soulèvent les différents témoignages, c'est le rythme en fait qui est vraiment très différent selon les personnes en fait et selon les moments. Donc ce que j'expliquais un petit peu, c'est que moi, quand je suis tombée enceinte en fait, mon compagnon de l'époque ne m'a plus touchée pendant 1 an et demi quasiment. Oui. Et alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et ça a été du jour au lendemain. Il a appris que j'étais enceinte. Il ne sait plus rien passer. Et j'ai essayé. Je peux vous dire que j'ai tout essayé. Et bon, après, l'histoire, c'est que quand c'est revenu 1 an et demi après, on a fait l'amour une fois. Je suis tombée enceinte. À nouveau? Oui. Du coup, ça n'a pas duré. Et du coup, voilà, on s'est séparés parce qu'en fait, ça devenait pas possible. Enfin, moi, j'envisageais pas la vie de couple comme ça, quoi. Pour moi, une vie de couple sans aucune sexualité. Et là, on est dans la caricature de l'homme qui peut faire l'amour avec sa maîtresse, mais pas avec la mère de ses enfants, quoi.
Ouais, enfin... je crois qu'il y avait de ça, ouais, parce que bon, on s'entend bien. Hein, aujourd'hui, on est un couple parental et on s'entend très bien. Mais c'est vrai que c'était pas pour moi. Je me sentais délaissée, moche. J'avais l'impression que je ressemblais plus à rien. Et quand vous étiez enceinte, vous aviez du désir, vous? Ah oui, puis je parlais avec des copines qui étaient enceintes, qui me disaient mais si, parce que moi je me disais bon, c'est peut-être tous les hommes, en fait pas du tout quoi. Je me rendais compte qu'autour de moi, mes copines elles avaient des rapports. Au contraire, elles me faisaient rire parce qu'elles me disaient on teste les positions. Oui, mais il y a la sexualité d'une femme enceinte peut être tout à fait épanouissante, hein, mais faut-il encore que l'homme soit d'accord. Et c'est toujours pareil, hein, il y a des femmes enceintes qui ne veulent plus de faire l'amour, comme il y a des hommes qui ne veulent plus faire l'amour quand leur femme est enceinte. Et ça, on ne le sait pas. C'est ce qui est terrible, c'est que on pourrait en parler avant, et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Non, parce que moi je dis souvent aux gens, en fait, il n'y a pas de moment pour avoir des enfants, puisque moi je m'entendais très bien quand même, avec le père de mes enfants, et en fait du jour où je suis tombée enceinte, tout a basculé quoi. En fait, c'était plus le même homme, il me regardait plus, il me touchait plus, puis après c'est vrai que j'ai allaité, donc voilà. Et quand j'ai arrêté d'allaiter et qu'on a retrouvé une sexualité, je suis retombée enceinte, c'est à nouveau reparti sur quelque chose où il aurait passé plus rien. Peut-être que vous auriez pu aller consulter, peut-être que ça aurait pu régler le problème, mais c'est même pas sûr. Alors on a consulté. Ah oui, donc. Je veux dire, on a consulté, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, conseiller conjugal, psy, machin. Enfin, rien, en fait, rien. En fait, il était bloqué. Il était bloqué. Il a des séances tout seul. Je sais pas ce qu'il disait, mais moi, il n'arrivait pas à me dire ce qu'il faisait, parce qu'à un moment donné, je lui avais demandé carrément, je lui avais dit mais tu te touches, c'est pas possible en fait, t'es un homme, tu peux pas rester comme ça, ou tu vas voir ailleurs, ou que tu fais quelque chose. Et en fait, il m'a jamais répondu. Non, mais parce qu'il avait pas, il aurait fallu qu'il fasse un vrai travail. Il l'a pas fait. C'était la représentation de ce que vous deveniez, donc une mère, et on fait pas l'amour avec sa mère, c'est tout. C'est un petit peu, c'est un peu schématique, hein, ce que je dis. C'est certainement plus complexe que ça. Non, mais j'en étais arrivée à ça, à cette solution-là. Mais bien sûr, vous n'y êtes absolument pour rien, si ce n'est que vous l'avez choisi, et que sa propre histoire peut-être aurait pu vous mettre sur la piste. Mais qu'importe. De toute façon, vous êtes un couple de parents, vous avez 2 enfants, vous êtes heureux d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, vous êtes avec un homme avec qui ça fonctionne bien alors, ou pas? Aujourd'hui, je vis un peu l'inverse. C'est ce qui me fait rire. Aujourd'hui, je suis avec un homme. Bon, après, moi, voilà, je suis quelqu'un pour qui, effectivement, la sexualité dans le couple, c'est important. J'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'important. Mais là, je suis avec l'inverse. Depuis 2 ans, je suis avec un garçon. Il a 50 ans. Hein, moi, j'en ai 48. Hein. Oui. Et alors lui, il est vraiment très très porté sur le sexe tout le temps. Mais c'est en lien trop en fait. Moi, je pense qu'un jour, il faudra quand même que vous fassiez un sujet sur le trop, c'est-à-dire en même temps, c'est trop intrusif. Par exemple, je fais les devoirs avec mes enfants et je reçois des textos. J'ai envie d'eux, avec des images, j'ai envie de te faire ça, puis une femme à poil en train de se lécher, de se toucher. Je vois ça arriver sur l'écran alors que je suis sur École Directe en train de regarder les devoirs. C'est pas possible en fait. Non, c'est pas. Enfin, je veux dire là, en effet, c'est un peu intrusif. Enfin, je veux dire, il vous envoie. En fait, c'est horrible parce que c'est tout le temps. Au boulot, tout le temps. Et je sais pas, on est au supermarché, on regarde ta liste de courses sur le téléphone. Je sais pas, on a une image avec un truc. Bon, d'accord, c'est rigolo, les photos, les images, les films, ça peut être marrant, mais pas comme ça, pas tout le temps, quoi. Ça s'appelle pas du burn-out, mais c'est un peu, il y a un mot que je retrouve plus qui est un peu ça, la surcharge, voilà. Une sorte de surcharge. Une charge sexuelle, voilà. L'ami m'a dit c'est une charge sexuelle, c'est un peu la surcharge. Et j'ai une autre copine à côté de ça qui m'a dit, qui est mariée depuis 25 ans, qui m'a regardée, qui m'a dit profite.
Et je sais, elle n'a pas tort. Oui, non, mais bien sûr, vous êtes. Est-ce que sexuellement, quand vous faites l'amour, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Mais c'est vrai moi, je lui dis déjà, parce que par exemple, il me reproche qu'on ne se voit pas assez, puisque moi, on n'habite pas ensemble. Hein. Moi, j'ai ma vie de maman, voilà. Et quand on se voit, si on ne fait pas l'amour, je lui dis, c'est comme pour lui, c'est comme si on ne se voyait pas. Ah oui, il n'est pas capable de venir manger un midi avec moi, par exemple, sur ma pause déjeuner, dans mon travail. Sans qu'il y ait un rapport sexuel. S'il n'y a pas de rapport, il vient. Mais pour lui, c'est comme si on ne s'était pas vu. Il me dit, maintenant, quand est-ce qu'on se voit? Oui. Il y a quand même quelque chose d'un peu obsessionnel, là, quand même, chez lui. Vous arrivez à en parler avec lui? Qu'est-ce qu'il veut? Oui, je lui en parle, mais alors, c'est assez curieux, parce qu'il est aussi dans des trucs. Alors, il est sur des tas de groupes Insta, Facebook. Il lit des tas de bouquins sur comment avoir un orgasme de la prostate ou comment avoir un orgasme. Il voudrait que je les lise. Je lui dis non mais attends. Je dis mais d'abord j'ai pas envie de dire ça moi. Hein. Encore une fois j'ai des enfants, des jeunes filles. Je vais pas m'amuser à avoir des bouquins comme ça chez moi. Je lui dis non, on les lit chez toi si tu veux quand on est là ensemble tous les deux. Mais il va falloir. Je pense Sophie qu'il va falloir quand même que vous posiez des limites, c'est-à-dire vos limites. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant et on va essayer de voir comment vous pouvez arriver à communiquer, parce que là je crois quand même qu'il vous envahit un petit peu plus que vous ne voudriez. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Pierre Botton, vous avez écrit « Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous pensez ». À la fenêtre, vous avez des gens qui diffusent avec des baffles énormes des appels à la prière à 5h, à midi et le soir. Et si jamais vous les contestez, vous avez vraiment des vrais risques. Pour la première fois, j'ai eu peur pour ma vie. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis que le filet de 5 kg de pommes de terre origine France est au prix imbattable de 2,95 €, soit 59 centimes le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Variété Agatha, Colomba ou Artemis, catégorie 1, calibre 20-40 mm, détail sur carrefour.fr. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Julie était avec nous et maintenant c'est Sophie qui est avec nous. Alors Sophie, je crois qu'en effet il faudra faire une émission un jour sur ce qu'est un obsédé sexuel, ce qui semble être un petit peu le cas de votre compagnon. Je crois Sophie que c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Vous seriez avec un mec qui est passionné par le foot. Si sans arrêt il vous parlait de foot, à un moment donné vous lui diriez ça suffit. Et je crois que parce que vous êtes quelqu'un d'assez libéré sexuellement, enfin même complètement d'ailleurs, il me semble, vous pensez que vous pouvez accepter qu'il vous envahisse avec ses fantasmes, avec son obsession. Non, je crois que là quelque part, il faut qu'il entende que quelque part, oui, il pense qu'à ça. Mais je ne sais pas s'il a des envies, des goûts pour autre chose que le sexe, cet homme. Oui, un petit peu quand même. Ouais, oui. Il travaille. Déjà, il a un boulot qui lui plaît. Et après, il aime bien aussi tout ce qui est street art, des choses comme ça. Il crée pas mal en fait aussi. Mm-hmm. Mais en fait, c'est quelqu'un. Moi aussi, c'est quelqu'un d'un peu hyperactif. Alors, je critique pas parce que je le suis aussi.
Mais du coup, il a besoin, je pense, de faire pas mal de choses à la fois. Et en tout cas, c'est vrai qu'il est tout le temps un peu tourné. Enfin, moi, il m'envoie des textos. Oui, mais c'est son droit. Attendez, c'est son droit. Même si ça frôle un tout petit peu l'addiction sexuelle, quand même. S'il est obligé de regarder 5 heures par jour des images de sexe sur son téléphone, ça frôle un peu l'addiction. Mais bon. Admettons, après tout, ça lui fait pas de mal, c'est pas le problème. Mais là où moi, ce qui me pose problème pour vous, c'est qu'il vous envahit avec des choses dont vous n'avez pas envie. C'est-à-dire vous comprenez. Donc là, vous devenez son objet où il peut déverser son obsession sexuelle. Donc c'est un peu problématique quand même. C'est sûr, mais je vais déjà dire, j'ai essayé de lui dire, mais c'est compliqué parce qu'il l'entend pas. Il l'entend pas du tout. Et puis il achète alors tout le temps, presque à chaque fois, chaque semaine, j'ai un petit paquet avec une nouvelle lingerie, un nouveau truc. Mais alors, est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que vous aimeriez parfois autre chose? Parce que c'est ça la question. Voilà. Ça me fait plaisir, mais j'aimerais parfois autre chose. C'est-à-dire que je me dis, il y a un moment où c'est sympa, c'est toujours joli, c'est toujours agréable. Puis par rapport à ce que j'ai connu avant, pour le coup, avec lui, je me sens jolie, je me sens désirée. Donc moi, j'ai vraiment connu le truc où il a 10 bêtes. Non, mais je comprends bien qu'il répare quelque chose, sauf qu'à force de réparer quelque chose, vous allez être en surcharge et ça va vous agacer, vous ennuyer. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à le rationner. Ah oui, non, c'est sûr qu'il faudrait que, je reparle avec lui, mais c'est dur de trouver les mots, quoi. C'est dur de trouver les mots, de réussir à lui dire effectivement. Alors, si vous entend vraiment pas, il faut mettre en place ce que j'appelle le joker. Vous savez, le petit truc qui va permettre de faire tilt chaque fois qu'il déborde. Ouais. Non, alors je sais pas comment c'est vous qui le connaissez. Parce que j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui a l'air totalement stupide, il a l'air plutôt intelligent, cet homme. Donc c'est parce que pour l'instant, à mon avis, vous ne lui avez pas dit de manière assez claire. Ouais, alors après c'est vrai que quand on en a parlé, il est dans l'esprit de j'ai 50 ans, je veux pouvoir à 50 ans avoir une sexualité épanouie, machin. C'est important pour moi, la sexualité. Mais vous aussi, surtout à mon âge. Vous aussi, vous voulez une sexualité épanouie, mais c'est pas. Faites la comparaison toujours avec la nourriture. On peut aimer quelque chose, on peut aimer manger, on peut être mais là, c'est de la boulimie. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est de la boulimie. Et moi, voilà, c'est de la charge sexuelle. C'est exactement ça. Je n'en peux plus. Mais oui, mais vous allez finir par avoir envie de vomir et de manger moins. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et puis, encore une fois, dans la sexualité, on est obligé d'être à l'écoute de l'autre et que chacun soit sujet. Et là, vous êtes un peu son objet quand même. D'une certaine manière. Donc, il faut que vous arriviez à vous repositionner en tant que sujet, et ça passe par, malheureusement, un peu de frustration de sa part. Vous savez, Didier Pleu le répète sans cesse, il y a le principe de plaisir et le principe de réalité. Le principe de plaisir, ok, très bien, sauf que là, il y a une réalité, la vôtre, qu'il ne respecte pas. Non, mais c'est vrai que oui, faudrait que en fait, j'ai pas tout dit, mais je veux pas monopoliser l'antenne parce que. Mais je vous en prie, ça parle à d'autres, vous savez. En fait, non, il a un de ses meilleurs copains qui a eu un cancer de la prostate. Et donc, je pense que ça l'a un peu traumatisé parce que, il avait un risque de plus, déjà, il éjacule plus, cet ami, il peut plus, voilà. Et il avait des risques de plus pouvoir avoir d'érection. Et je pense que mon compagnon, ça l'a un peu traumatisé parce que c'est un de ses copains, 50 ans. Donc c'est un peu l'image. Je pense qu'il a peur de ça, de plus pouvoir à un moment donné avoir une sexualité.
Mais il n'a pas de cancer, du tout. Non, mais... j'ai bien compris. Mais vous savez, quand on tombe dans une addiction, quelle qu'elle soit, c'est toujours par angoisse, anxiété, par peur de mourir, d'être malade, de ne plus pouvoir. Donc, bien sûr, mais de toute façon, c'est pas en lui disant ça que vous allez l'aider. Ce qu'il faut juste, c'est que vous puissiez poser vos limites, pour que déjà voir s'il arrive à vous respecter. S'il n'arrive pas à vous respecter, à ce moment-là, je pense qu'il aura besoin d'être aidé. Oui, et je tiens quand même à préciser pour les gens qui écoutent que cette amie, je reviens à cette amie qui a eu le cancer de la prostate, c'était quelqu'un qui avait une sexualité très épanouie avant et qui a toujours une sexualité épanouie, même s'il n'éjacule plus, il trouve quand même du plaisir autrement et il n'en parle pas comme quelque chose de monstrueux comme la fin de sa vie, pas du tout. Non, mais on peut... Je tiens à rassurer les gens, c'est pas ça. Mais chez mon ami, ça a fait un écho qui s'est avéré être une angoisse excessive. Alors, c'est ce qu'il vous raconte parce que l'excuse est bien trouvée. Est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Pas, c'est arrivé un peu au même moment parce que moi je l'ai rencontré, il venait de vivre cette histoire avec cette amie, donc peut-être c'est lié, mais c'est vrai qu'avant je sais pas comment il était avec son ex-femme, il est resté quand même pendant 25 ans avec la même femme. Mais c'est peut-être aussi la rupture avec cette femme qui a provoqué ça, on n'en sait rien, mais ça c'est son travail à lui. Moi je vais pas interpréter ce que vous me dites puisque c'est pas lui qui témoigne, et encore une fois faites attention à ce qu'il vous dit, parce que quand on est dans une addiction, et là quand même quelque part ça ressemble à une addiction sexuelle, on a toujours des bonnes excuses et on raconte jamais vraiment la vraie raison de son addiction. Ça remplit du vide, une addiction. Oui, parce que là, il vient encore de me mettre un texto, je me touche en t'imaginant te lécher comme ça avec... Oui. Qu'il écrive des livres porno, il va faire fortune. Non, mais je crois vraiment que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, Sophie, c'est poser vos limites et voir s'il les respecte. Oui, non, je vais lui en reparler de toutes les manières. C'est vrai qu'il y a un moment où c'est un peu trop, quoi. Et c'est sûr. Je crois que c'est essentiel parce que de toute façon vous allez finir par ne plus avoir envie si vous acceptez le trop. Le trop, comme vous l'avez dit, c'est une surcharge et à un moment donné une surcharge ça fait du poids et à un moment donné c'est trop. On peut plus le porter. Merci Sophie. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie, grand Sophie. Merci de votre témoignage. Pour votre émission. Bonne journée. Au revoir. Et on continue avec Karen qui nous rejoint, qui a reçu ce joli jouet. Alors c'est une sorte de V orange, ça s'appelle un stimulateur clitoris Candy Cane de la marque Satisfyer qu'on retrouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Alors il est tout petit, il a également un tout petit prix, je le signale, parce que parfois on aime faire des petits cadeaux, mais on n'a pas envie de dépenser trop. Il est à 29,90 € ce jouet. Et Karen, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour à tous. J'ai été surprise par la forme. Alors le toucher est très agréable, l'emballage très agréable, mais j'ai été assez surprise par la forme. Et heureusement qu'il y a une petite notice explicative, parce que en fait il y a plein de possibilités. Et s'il n'y avait pas eu cette notice, je pense que je me serais arrêtée à quelque chose d'assez simple, basique. Donc ça c'est vrai que ça surprend sur l'instant. Alors moi j'aime bien la double stimulation, donc c'est vrai que quand je n'ai que la stimulation clitoridienne, c'est moins agréable, on va dire, pour moi. Mais c'est assez, c'est un petit objet qui est surprenant. Oui, parce qu'il peut à la fois servir de pince, enfin on peut se pincer, oui, si je puis dire, les petites lèvres, les grandes lèvres, ou même pourquoi pas le téton, etc. Et puis on peut introduire un des deux doigts, on va dire, dans le vagin et l'autre sur le clitoris. Et c'est vrai que là, il y a, à mon avis, on pince, si je puis dire, le point G. Ouais, alors par contre, dans cette position-là, faut vraiment arriver à trouver le bon positionnement, c'est le cas de le dire.
Parce qu'en fait, là on en revient toujours à la même chose, c'est que ça dépend de la morphologie aussi de chacune, mais c'est assez agréable et ça peut aussi être une opportunité de jouer à deux et c'est pas mal. Oui, je pense c'est assez, c'est multifonction. Alors après, il est pas, c'est peut-être pas le meilleur jouet, mais je trouve qu'il est, c'est mignon. En plus, on peut presque le mettre dans son sac à main. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, oui, j'ai été agréablement surprise. Après, je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités pour l'utiliser et que il faut l'utiliser à plusieurs. Voilà, faut y revenir à plusieurs reprises pour vraiment avoir tout le champ des possibilités. Oui, et puis moi je le rappelle, hein, il y a des femmes qui ont besoin d'une stimulation clitoridienne quand elles font l'amour pour avoir un véritable orgasme. Et là, il est assez facile à positionner tout en étant avec son partenaire. Donc en ça, il est quand même aussi assez intéressant parce qu'il se faufile partout, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Très bien. C'est vrai que c'est intéressant. Bon, écoutez, merci de votre témoignage. Karen, quelle note vous lui donnez finalement 7 sur 10 ? Ouais. D'accord. Eh bien, ce stimulateur clitoris Candy Cane Satisfyer, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Et on va faire une petite pause et je crois qu'on va conclure avec Clément qui nous a rejoint sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est Clément qui va conclure avec nous sur cette question des fréquences de rapports sexuels dans un couple. Bonjour Clément. Oui, bonjour Brigitte. Merci pour cette émission, ce sujet, parce que moi je me suis reconnu à travers tous les témoignages des différents auditeurs. Et là, moi, je suis actuellement dans une impasse. Ça fait 15 ans que je suis avec ma femme et là, on est dans le cap ou la rupture ou la renaissance. Et là, vraiment, je stagne et je sais pas trop quoi faire, quoi. Donc, j'imagine que vous avez pas suffisamment de sexualité. En tout cas, vous considérez qu'il n'y a pas suffisamment de sexualité dans votre couple. Elle est en train de diminuer, en fait. Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, on était à une fréquence à peu près à tous les 2-3 jours. Et là, on est passé à tous les 4-5 jours. Et je m'aperçois qu'avec le temps, ça continue à diminuer. Et je sais pas quoi faire. Alors, en même temps, c'est pas ce qu'on appelle une sexualité qui est complètement en danger. Si vous faites l'amour tous les 4-5 jours, ça reste encore quelque chose d'acceptable pour beaucoup de couples. Sauf que vous avez vraiment le sentiment d'être frustré. J'ai toujours senti dès le départ qu'il y avait une incompatibilité au niveau sexuel. Je veux dire, elle, c'était pas une priorité chez elle. J'ai toujours senti chez elle, mais ça m'a pas empêché de l'aimer. Mais après, avec le temps, je m'aperçois que on fait des efforts, on stimule, et que souvent, ce que je ressens, c'est que c'est à sens unique. Je m'aperçois qu'en fait, la sexualité, c'est pas vraiment son délire. Vous en parlez ? Elle vous le dit ? On essaie de communiquer, mais disons que comme on voit pas les choses de la même manière, on n'arrive pas à s'entendre et on n'arrive pas à trouver d'entente. Donc c'est souvent sujet de conflit. Et à part ça, je minimise pas le sujet, hein, Clément. Mais à part ça, est-ce que votre couple va vraiment bien ? On a 2 enfants, familialement ça se passe bien, on s'investit mutuellement. Alors c'est vrai que elle a plus de responsabilités, plus de charges vis-à-vis des enfants, ça je conçois. Maintenant j'essaye aussi d'apporter mon soutien. C'est pas toujours évident parce qu'on vit un petit peu en décalé, mais je sens que c'est un prétexte. Je trouve que ça c'est la surface. Mais qu'au fond, le problème de fond, en fait, c'est qu'on est vraiment incompatibles sexuellement. Et je m'aperçois qu'avec le temps et le quotidien, ça peut s'aggraver absolument. Mais quand vous dites on est incompatibles sexuellement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que parfois, il y a des périodes où on va peut-être être en désaccord ou être en dispute.
Souvent, moi, c'est moi qui reviens. Ça peut durer plusieurs jours, voire le record, je crois que c'est 15 jours. Donc vous voulez dire que quand elle est un peu fâchée contre vous, elle boude et elle fait la grève du sexe, c'est ça? Pas vraiment, c'est plutôt moi qui boude. Ouais. Et c'est moi qui vais faire le premier pas, parce que enfin moi je suis quelqu'un d'impulsif. Donc au début c'est elle qui venait, mais c'était jamais le moment. Et donc depuis maintenant, c'est moi quand la pression elle a diminué, qui vais aller la voir et qui vais essayer de rétablir le dialogue. Mais de là, enfin je veux dire, il peut se passer des jours. Je sens que sexuellement ça va. Moi c'est frustrant. J'ai l'impression que vous communiquez pas très bien non plus sur les autres points. Non. Et ça, c'est quand même embêtant parce que si vous ne communiquez pas bien sur les autres plans, il y a certainement quelques rancœurs qui doivent s'installer chez elles. Vous savez, les femmes sont plus rancunières que les hommes. Vous passez à autre chose et puis vous oubliez. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont passées sous le tapis et peut-être qu'il faudrait faire un peu le bilan de votre couple, essayer de voir comment vous pouvez peut-être même bouger de certaines habitudes pour arriver à vous retrouver un peu plus intimement. Et puis je crois surtout la vraie question c'est est-ce qu'elle a du plaisir, est-ce qu'elle a de la jouissance, est-ce que la sexualité continue à l'intéresser ou est-ce qu'elle fait juste ça pour vous faire plaisir? Parce que si elle fait juste ça pour vous faire plaisir, c'est pas non plus ce que vous avez envie d'entendre, je suppose, mais si c'est ça, c'est peut-être bien de pouvoir en parler. Alors honnêtement, je suis hyper sensible, donc je suis assez intuitif et je ressens facilement les choses. Je sens quand qu'elle me fait plaisir ou quand c'est partagé. Souvent, elle va me faire plaisir. Je sens à travers ses caresses, à travers sa façon de m'embrasser. Je sens, voilà, c'est plus pour mécanique. Faire plaisir. Oui, exactement. Mais c'est aussi pour éviter le conflit. Oui. Mais ça résout pas le problème. Non, ça l'aggrave. Exactement. Oui, mais quand elle a envie, quand ça se passe bien, quand vous sentez qu'elle est réceptive, quand est-ce que c'est quand? Vous voyez, il faudra arriver à ce qu'elle puisse exprimer quand est-ce qu'elle a envie de faire l'amour avec vous et quand est-ce qu'elle vous fait plaisir et qu'est-ce qui fait que certaines fois elle accepte de vous faire plaisir et certaines fois elle a envie pour dénouer le problème et voir si y a moyen de trouver à peu près un statu quo entre vous, c'est-à-dire une fréquence qui vous conviendrait tous les deux. Peut-être que en effet, tous les 4 jours, ce serait la fréquence qui conviendrait à tous les deux. Enfin, moi, je pense que ça serait peut-être utile que vous ayez une tierce personne qui va un petit peu poser les bonnes questions et mettre à plat vos différences pour que ça se termine pas de moins en moins bien, quoi. On est dans ce travail-là actuellement. Maintenant, je sens que le pilier de la sexualité, c'est pas une priorité. Elle compense avec d'autres choses. Ça, c'est possible, mais c'est pas grave. C'est pas très grave si c'est pas une priorité à partir du moment où ça prend suffisamment de place pour elle par rapport à vous. Pour elle, c'est pas grave, mais pour moi, c'est quand même assez grave. Non. J'ai bien compris que c'était assez grave et j'ai d'autant plus compris que ça pouvait vous mettre un petit peu en colère parce que vous êtes dans la frustration et que c'est quelque chose qui à ce moment-là vous fait bouder. Donc j'ai bien compris que c'était très important pour vous. Et je pense qu'elle l'a aussi compris, puisque de temps en temps, elle vous fait plaisir. Donc elle l'a compris. Et si elle vous fait plaisir, c'est parce qu'elle vous aime. Donc tant qu'il y a encore de l'amour entre vous, ça peut s'arranger. Sauf qu'il faut pas trop traîner parce que l'amour il s'abîme à force de bouderies, de situations qui sont un petit peu conflictuelles. Ouais, mais honnêtement, à l'heure actuelle, Brigitte, moi je ressens plus de la sympathie que de l'amour. Parce que rien qu'hier, un dernier épisode, pour vous donner un exemple, là, la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'était samedi soir. Là, ce soir, je vais rentrer tard, je vais pas la voir. Et hier, j'ai essayé une petite approche. J'ai senti un rejet et elle m'a repoussé. Non mais Clément, samedi soir, on était donc lundi soir, ça faisait 2 jours. Vous voyez, c'est important quand même aussi de comprendre qu'il faut lui laisser son laps de récupération, si je puis dire.
Vous voyez, moi je peux comprendre que vous seriez prêt à faire l'amour tous les jours, Clément. J'ai pas de problème avec ça, sauf que c'est pas son cas. Donc il faut que vous acceptiez de trouver un compromis tous les deux. Sinon, je vois pas comment votre couple peut continuer. Ouais. Vous voyez, c'est pas la sexualité, c'est quelque chose qu'on partage. C'est pas quelque chose qu'on impose à l'autre. Vous êtes bien évidemment d'accord là-dessus. Oui, complètement. Ouais. Donc il faut que vous compreniez que lorsqu'elle vous dit non 2 jours après, c'est pas contre vous. Ouais. C'est pas parce qu'elle a pas envie de vous faire plaisir ou parce si elle a pas envie, elle y est pour rien. Vous voyez. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, il faut voir comment vous pouvez être plus à l'aise avec votre frustration sans que ça vous mette un petit peu en colère. Et je pense que c'est ça aussi votre difficulté, c'est que tout de suite ça vous alors est-ce que ça touche votre estime de vous-même, est-ce que ça touche votre doute d'être aimé, est-ce que ça renforce votre peur d'être abandonné, j'en sais rien, mais je pense que ça parle de vous, cette frustration qui est quand même très forte, parce que bon, vous avez fait l'amour le samedi, le lundi soir elle vous dit non, ça me paraît pas dramatique. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont obligés de la mettre sous le coude plus longtemps que ça. Donc, travaillez peut-être un petit peu quand même sur cette frustration qui vous met, me semble-t-il, pas mal en colère. Et merci Clément, parce que c'est important aussi d'entendre ce que peuvent ressentir les hommes quand ils ont comme ça une sexualité très exacerbée. On va laisser la place à Alexandre Dolovan qui va prendre la parole dans quelques minutes, et puis on va parler demain aussi de quelque chose qui va certainement vous intéresser, parce que contrairement à ce que vient de dire Clément, les hommes seraient beaucoup en panne de désir, et on va en parler avec Hélène Sussman, qui a justement écrit un livre récemment avec Ronald Virag. On a parlé de ce livre vendredi, on y reviendra, et parce que évidemment les pannes de désir, elles ont une grande influence sur l'érection des hommes, et ça, je crois que tout le monde s'en serait douté. Donc vous êtes en panne de désir, vous avez des problèmes d'érection, on pourra en parler demain dès 14h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons